Bienvenue dans le podcast de l'Ouanicom. L'Ouanicom est une agence de communication institutionnelle et de développement qui exerce au Tchad et dans plusieurs pays africains. Nous faisons principalement de la visibilité sur le développement humain. À travers ces projets, nous avons rencontré des personnes, des acteurs du développement humain avec des histoires incroyables et nous souhaitons vous les partager. Bienvenue dans l'Ouanicom podcast. Alors aujourd'hui, on reçoit un chanteur, un sculpteur, entrepreneur, producteur et surtout homme de cœur. Mondoye Célestin, comment vas-tu? Alhamdulillah, ça va. Alors, au fil de l'émission, on va te découvrir qui tu es, d'où tu viens, quelles sont tes activités, tes projets passés, futurs, ton actualité d'aujourd'hui. Mais là où moi je voudrais te poser la première question, c'est tu es né où? Tu as grandi dans quel milieu? De quelle ville? Et d'où vient ce nom Mondoye? Je m'appelle Mandoye, mais tu vas m'appeler Célestin. C'est marrant. Parce que j'ai l'impression que c'est une prière tellement c'est une incantation. Ou c'est une bonne prière? Voilà. Quand un couple fait 5 ans, 6 ans à la recherche d'enfants, avant de l'avoir, on l'appelle Mandoye. C'est un nom pour les filles, tout comme pour les garçons. Normalement, c'est même une sorte de diminutif en fait. C'est Mandongon. Mais Mandongon qui veut dire j'avais besoin d'un enfant ou bien j'attendais un enfant et puis maintenant je l'ai eu. Ça rend grâce aussi. Et je suis né à Koro, c'est-à-dire c'est un groupe de villages qu'on appelle Koro, mais c'est à la base c'est des champs. Okay. Donc les gens qui vont travailler dans les champs, là-bas, c'est des Koro parce qu'il n'y a même pas d'eau là-bas et tout. Donc c'est un groupe de villages qui sont à 7-6 km de Moundou et c'est là-bas que j'étais né. Il n'y a même pas de route. On utilise des traces des charrettes des bœufs là pour partir de là-bas. Et donc c'est là-bas que je suis né avant que mes parents me fassent venir à Moundou. Et puis de Moundou à N'Djamena, de N'Djamena maintenant, après, on a continué aussi à Dakar quand j'étais tout petit et tout. Donc c'est un peu ça l'origine de mon nom, de là où je suis né, voilà. Tu évolues dans quel cadre familial? C'est un papa, une maman bien sûr comme tout le monde, avec des frères et sœurs. Comme tu me dis, comme c'est un enfant qui est arrivé au bout de 5 ans. Ouais. Quel est ton cadre? C'est quoi? Tu as des frères et sœurs? Parle-moi un peu de ça. Déjà, justement, ça a été ça le problème. Parce que après moi, mon père et ma mère, ils n'en ont pas eu après. Donc, je suis casquette d'enfant unique pendant des années. Le Benjamin. Le fameux Benjamin. Oui, il est l'aîné et puis Benjamin en même temps. Parce qu'il est l'enfant unique, tu vois. Après, quand c'est comme ça, on cherche toujours des explications. Mon père qui voulait toujours... En Afrique, on a des difficultés à assumer ça. Quand ça arrive, on trouve toujours que c'est la femme et tout et tout. Donc, tout de suite, on commençait à mettre la responsabilité sur ma mère qui ne peut pas faire d'autres enfants et tout. Ou bien soit même, on va chercher des responsabilités chez moi en disant que je suis le gosse à dos amer. C'est pourquoi je n'ai pas de petits frères et tout. Et du coup, on va autoriser quand même mon père, ou bien il va s'autoriser à aller avoir d'autres femmes. Et ça va être toujours des difficultés pour avoir des gosses. Il va finir quand même par en avoir un. Et donc, c'est un cadre de famille avec papa polygame. C'est dans ça que j'ai évolué. Ouais. Donc, l'éducation à la maison, c'est quoi? Une éducation stricte, religieuse, dans un milieu à Moundou? Tu es Gambay? Oui. Je dis tu es Gambay, non pas pour dire que tu es Gambay, mais parce que tu chantes beaucoup en Gambay. Et c'est une langue qui est très chère à toi. Oui. C'est quoi l'évolution à Moundou déjà? Pour commencer, avant d'arriver à la capitale, parce que tu sais, le mode de vie à Moundou. Moundou, que je passe un big up d'ailleurs à tous mes gens de Moundou qu'on apprécie. Dans la ville de Moundou, ensuite N'Djamena. C'est quoi l'évolution? Déjà, du village, je n'ai pas vu la transition. C'est quand on arrive directement à N'Djamena. Même à N'Djamena, je n'ai pas vu cette transition-là, puisque je devais être autour de 2, 3, 4 ans. Donc, c'est directement Dakar. Et même Dakar aussi, je n'ai pas vraiment de souvenirs. Il a fallu qu'on revienne au Tchad. Là, je devais avoir maintenant 5-6 ans. Donc, moi, ma vie a commencé à partir de 5-6 ans où j'étais encore reparti, mais dans le village de Bessei. C'était pas loin de Moundou encore. Et j'étais avec mon oncle paternel
c'était pas terrible du tout. Je garde pas de très très bons souvenirs de ça parce que je faisais partie des gosses maltraités. J'ai dû craquer et puis après mes parents sont venus me chercher. Mais c'était toute une histoire parce qu'à l'époque, on avait fait un accident avec ma mère et puis après on nous disait que c'était les gens qui cherchaient à nous ensorceler, à nous tuer. Donc il fallait nous amener dans le village de mon père pour me protéger. Et là-bas maintenant, c'est là où commence mon calvaire. Et puis après, mes parents sont venus me chercher. Donc je reviens maintenant à Mondou avec un début d'année scolaire très très compliqué. Parce que j'ai dû reprendre mon CP1. Après maintenant, on débarque directement à SAR. Et puis de SAR, on revient à N'Djamena. Parce que on suivait mon père comme il est sculpteur, mais en même temps enseignant à l'école des arts appliqués. Donc à chaque fois quand on l'affectait, soit comme directeur, comme enseignant aussi dans chaque ville, et nous on était là que quoi. Donc on était venu à N'Djamena et c'est à Moursal maintenant que là j'étais maintenant au début de mon adolescence quoi. Donc la sculpture en fait vient du père. Voilà, ça vient Parce du que père. ta première passion c'est la sculpture. Oui. Les gens ne le savent pas vraiment, mais en fait tu as commencé par la sculpture avant de rentrer dans la musique. Voilà, le dessin d'abord et puis la sculpture, mais la sculpture parce que mon papa est sculpteur et il est aussi musicien. J'ai commencé à la maison. C'est ce qui m'a permis de savoir tout de suite ce que je voulais faire. Moi, j'ai toujours voulu être un artiste, sculpteur et puis musicien. Hein. Alors, quand tu dis artiste, pour toi, quelle est la définition d'un artiste ? Est-ce qu'il suffit uniquement de prendre une guitare et de chanter ? On peut dire que c'est un artiste parce que quand je te vois, quand je vois ton histoire, ça fait quelques années maintenant qu'on se connaît. Pour toi, c'est un artiste, mais avec plusieurs facettes. On a parlé de la sculpture, on a parlé de la musique, on a parlé de l'engagement aussi. On parlera tout à l'heure du projet Au nom de l'art. Qu'est-ce qu'un artiste pour toi ? Tu vois, je vais me permettre de raconter peut-être une petite histoire au début. Parce que moi, quand j'étais à la maison, je voyais mon père qui était un grand sculpteur. Mon père, il reproduisait les photos de Hissène Habré, d'Idriss Déby, il reproduisait les visages des gens. Il était techniquement fort. Donc pour moi, c'est un grand sculpteur. Et pour moi, c'était un grand artiste. Mais j'étais dans un environnement que je ne comprenais pas tout. Il a fallu que je quitte maintenant l'atelier de mon père, aller au Burkina. Et là, je tombe dans une fondation dirigée à l'époque par un Français qui a recruté des gars et puis qui les formait dans les métiers d'art. Et c'est là-bas que j'ai compris le sens de l'artiste, là. Parce que ce que je voyais dans mon pays, c'était pas la même chose. En fait, là-bas, j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de l'art, donc l'histoire de Van Gogh, des gros peintres de l'époque et tout. Et j'ai compris que non, mais en fait, c'est là où j'ai commencé même à faire la différence entre l'art et l'artisanat. Donc, l'artiste, ça devait créer des pièces uniques. Donc, pour répondre, par exemple, à ça, c'est que j'arrive à Ouagadougou dans une période où j'avais 1000 francs par semaine, mais je devais habiter à Farsha, pour ceux qui connaissent, et puis je devais travailler à Walia, par exemple. Et j'avais 1000 francs par semaine, donc même en aller simple, ça ne couvrait pas. Et je tombe sur quelqu'un là, j'ai commencé la sculpture là, à la fondation. Et là, la personne arrive et puis dit, je veux collectionner toutes tes œuvres. Pendant ce temps, on m'a déjà proposé une exposition. Une exposition, on te donne une fois par an. J'avais ma date d'exposition, j'étais surexcité et tout. Et là, le mec, il vient me dire, bon, moi, je te commande des choses d'une valeur de 4 millions. Je n'ai jamais eu cet argent de ma vie. J'étais dans une galère totale parce qu'on dormait à 3, moi, un pote ivoirien là, et puis un autre burkinabé. On dormait dans une chambre de 1500 francs CFA. Et même ça, même on cotisait pour payer, quoi. Donc, on me parle de 4 millions, c'est une somme qui allait changer ma vie. Tout ça, c'est pour te donner la définition de l'artiste. Hein. C'est-à-dire que à partir de là, maintenant, j'avais le choix. Mon directeur me dit, là, soit tu choisis l'exposition qui va te permettre de faire une exposition, présenter tes œuvres, et là, on va te voir comme un artiste, ou soit tu choisis de faire la commande, tu es un artisan, tu reproduis ce qu'on t'a demandé de le faire, mais tu vas avoir tes 4 millions. Mais être artiste ne veut pas dire juste savoir créer, mais c'est savoir aussi prendre des décisions ou bien avoir des choix. C'est une façon de vivre. Tu prends du plaisir à ne pas savoir où est-ce que tu vas. Est-ce que c'est pour ça que tu es venu ici ? J'ai dit oui. Et si c'est pour ça, c'est à toi de décider. Donc, à partir de ce jour, j'ai compris que choisir d'être un artiste ne veut pas dire simplement le doro. C'est une façon de vivre. C'est de prendre du plaisir à ne pas savoir où est-ce qu'on va, mais
tout en se disant que je suis libre et que j'ai mon mot à dire, que je peux impacter ma société. C'est prendre conscience que tu peux apporter des choses, mais différemment. C'est ça. C'est pourquoi même au niveau des œuvres, par exemple, quand tu dois créer, tu n'es pas dans la reproduction. Tu veux créer des choses, des pièces uniques. Parce que tu veux que ton avis, quand tu dois donner ton avis, que les gens se disent, bon, parfois ça peut être contre-courant, parfois ça peut être marginal. Quand tout le monde va dans ce sens-là, moi j'ai envie d'aller dans le sens contraire pour savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. Alors, avec une définition comme ça, tu as dit le mot marginal. Est-ce que toi, tu te sens pas un peu marginal dans cette culture tchadienne? Est-ce que tu te sens pas un peu à part, où on s'étonne un peu de voir moi, la première fois, on m'a dit, Mandoé fait de la sculpture. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Il doit chanter, il ne doit pas faire de la sculpture. Mais après, je me dis, mais pourquoi pas? Maintenant, est-ce que toi, dans le milieu de la culture tchadienne, dans le milieu des artistes tchadiens, tu te sens pas un peu marginal? Déjà, ce n'est même pas en tant qu'artiste, déjà. Déjà, en tant que Tchadien, tu vois, j'ai dû faire un travail de développement personnel quand j'étais rentré. Il fallait que je comprenne que tout ce qui rentre et vit au Tchad n'a pas de valeur. Et c'est comme ça qu'on a été éduqués. Je me lève le matin et à l'époque, soit tu choisis, soit tu es derrière tout le monde et puis tu mènes la vie que tout le monde mène, que quand tu es tchadien et que tu n'as pas de valeur, vous devez vous suivre pour aller dans les places mortuaires, dans les baptêmes, faire tout ce que les autres font. Si vous êtes un groupe d'alcooliques, vous continuerez à boire et à vous saouler. Il y a un rythme de vie qui est là pour des gens ratés. Je suis désolé, c'est cru ce que j'ai dit, parce que on ne te voit pas comme une réussite. C'est dire, j'ai dû regarder par exemple, même il y a des termes qu'on utilise, on dit, Mandoui, il est revenu là, oui, mais il repart quand? Non, lui là, il va repartir où? Il traîne là à Moursal. C'est comme ça les termes. Même en arabe, oui, tu vois, c'est-à-dire qu'on ne te voit plus comme quelqu'un qui vit ici, on te voit comme quelqu'un qui traîne là, donc c'est déjà péjoratif. Déjà ça t'exclut. Mais maintenant, la question que j'ai dû me poser, c'est que est-ce que moi, Mandoé, j'ai de la valeur? Oui, j'ai de la valeur. Et chaque matin, je me parlais et puis je me regardais, je dis, j'ai de la valeur. Et là commence le deuxième combat aussi avec tes amis à qui on a toujours dit que tout ce qui est tchadien vivant au Tchad n'a pas de valeur. Eux, ils vont commencer à dire, mais pour qui toi tu te prends? Donc commence le deuxième combat. Et tous ces combats-là, je les ai assimilés, je les ai assumés aujourd'hui. Donc du coup, il y a des termes qu'on utilise, l'union fait la force. Je suis désolé, l'union des faibles, l'union des cons ne fait pas la force. Je dis, être artiste, c'est aussi accepter d'être vu différemment. Moi, je porte très bien ma casquette de marginal, mais c'est pas le marginal qui se victimise. Au contraire, je vois que si tout le monde est habillé en rouge, je mets en jaune, ça me permet de me dire, ok, je suis là, voyez, moi, voici ce que j'ai envie de dire. J'ai mon mot à dire. Et c'est ça qui est important. Donc, je ne vis pas ça comme un problème. Bien que parfois, être incompris, c'est parfois dur, mais choisir d'être artiste, c'est choisir d'être incompris. Alors, est-ce que c'est pas forgé aussi par ton éducation, le fait d'avoir aussi un papa qui est un peu marginal, parce que sculpteur à l'époque, c'était quelque chose qui est assez bizarre. Ouais. Même si dans d'autres pays africains, c'est un art qui est très reconnu. Je prends l'exemple de Ousmane Sow ou autres. Est-ce que c'est pas ton enfance au contact d'artistes qui font ce qu'ils aiment qui a fait aujourd'hui que toi, tu ne suis pas une ligne, mais tu suis ta propre ligne? Ouais, mais je vais d'abord même te surprendre. Mon père, par exemple, malgré qu'il était un grand artiste et tout, il avait succombé à la prison sociale. Il a voulu être un cadre de fonction publique et il a voulu reproduire le même modèle avec moi. Que non, il faut que tu aies ton diplôme. Il m'a inscrit même d'abord à la rélure. Comme ça, quand tu vas finir, on va t'amener directement à l'imprimerie du Tchad. Tu vas être un fonctionnaire. Et parce que lui, il était un fonctionnaire. Et c'est ce truc-là qu'il voulait que je reproduise la même chose. Parfois, c'est par peur de non, je n'ai pas réussi là et j'ai peur que mon enfant aille là où j'ai échoué. Il y en a aussi qui veulent, par exemple, que leur enfant aille là où eux, ils ont échoué pour relever le défi, se venger. Le cas où mon père, je pense qu'il avait peur aussi. Il voulait que je sois fonctionnaire, entre guillemets, reproduire le même chemin que lui. Ou bien peut-être qu'il avait peur aussi que je prouve le contraire. Donc, au contraire, j'ai dû partir très tôt. À 17 ans, j'étais obligé de fuguer
parce que je ne me retrouvais pas dans le modèle qu'on était en train de me proposer. Je voulais être artiste, je le savais depuis tout petit. Alors c'est un modèle en fait qui ressemble à beaucoup de gens, parce que pour être franc avec toi, c'est quelque chose que moi j'ai vécu aussi, d'avoir ne pas tracer la ligne que les parents ont tracée pour toi. Et est-ce qu'aujourd'hui ce n'est pas en train de changer? Est-ce que les jeunes aujourd'hui ne s'émancipent pas beaucoup plus? Est-ce qu'ils ne font pas des activités qui leur permettent de s'épanouir? Là, on parle de chansons, on parle de sculpture, on parle de peinture, mais ça peut être aussi de la mécanique. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, les mentalités ne sont pas en train de changer sur les activités professionnelles que les enfants peuvent faire? Moi, aujourd'hui, si tu me poses la question, je me dis, mes enfants, il faut qu'ils soient heureux. C'est ça qui m'intéresse. Ouais. Est-ce que cette mentalité n'est pas en train de changer, en fait? Ça a commencé à changer parce qu'un gars comme toi a compris l'importance. Moi, aujourd'hui, je le comprends. Moi, dans ma tête de père, je ne me vois pas comme un guide spirituel pour mes enfants. Je me vois comme un accompagnateur. Donc, un accompagnateur, si tout de suite, par exemple, je te demande, Loan, accompagne-moi, la première question que tu vas me poser, on va où? Donc, l'enfant, il doit savoir, même s'il ne sait pas là où il va, mon rôle en tant que père, c'est de l'accompagner parce qu'il a sa vie, il a des choses qu'il aime, il a ses aspirations. C'est de l'amener, c'est de l'aider à découvrir ce que lui, il a envie de faire qui le rendra heureux. Donc, heureusement qu'il y a des gars qui comprennent. Mais ces gars qui ont compris aujourd'hui, c'est peut-être toi, c'est peut-être moi. On n'est pas nombreux même à le savoir. Parce qu'il y a beaucoup qui te disent encore aujourd'hui, moi, tu sais, ma femme, c'est mon père qui me l'a choisi, j'ai fait sa volonté. Je suis désolé, je ne te demande pas de désobéir ton père, mais vivre avec une femme veut dire que tu choisis une personne avec qui tu vas vivre. Tu as beaucoup de respect pour ton papa, mais est-ce que c'est sa femme? C'est juste des questions qu'on doit se poser. Moi, je ne dis pas rentrer en rébellion, non. Mais il faut juste qu'on arrive à comprendre ça. De plus en plus, les gens arrivent à comprendre parce qu'on se dit, si on veut avoir une société des gens heureux, il faut que les gens fassent ce qu'ils aiment. C'est parce qu'on oblige des gens, on dit par exemple qu'il y a un concours pour devenir policier et comme toi tu as bac+2 et que tu es là et que tu ne fous rien, va devenir policier et que le mec, il ne se lève pas parce qu'il se dit que non, devenir policier, c'est assurer la sécurité des gens. Il va juste parce que comme tu n'as rien à faire, tu n'as pas le choix, donc il va. L'exemple, la preuve, c'est des policiers qu'on voit en route. Tu vois clairement que quand il te regarde et toi tu le regardes, vous savez qu'il n'est pas là pour ta sécurité. Normalement, quand tu dois voir un policier, quand tu vois un policier, tu dois te dire qu'il est là pour ta sécurité. Mais quand quelqu'un qui ne choisit pas son métier, et dans la société tchadienne, j'ai même presque l'impression qu'il y a plus de 90%, voire même peut-être 18% des gens qui vivent par procuration, qui ne font pas des choses qu'ils aiment. Et quand tu ne fais pas ce que tu aimes, tu peux être une plaie pour toi et pour les autres. Tout à fait. Bon, tu as profité du moment pour régler tes problèmes avec la police. Mais bon, je veux aussi rectifier pour dire qu'il y a des policiers qui font bien leur travail. Oui, mais ça, c'est ceux qui aiment, qui sont là pour nous, voilà, qui sont là pour nous protéger, parce que sinon, je pense que cette ville deviendrait vraiment un bazar sans fin. Maintenant, est-ce que la société dans laquelle on évolue ici, une société tchadienne, nord, sud, est, ouest, est-ce que c'est pas une société qui juge aussi? Parce qu'aujourd'hui, s'émanciper à travers le regard des gens, c'est cette activité-là qui est devenue une activité normale ici. Donc, est-ce que le jugement des gens, le poids de la famille, tout ça, ça ne se mélange pas pour faire des individus qui sont un peu perdus ou des individus qui se cherchent un peu, qui n'osent pas? Donc, c'est vraiment le mot que je cherchais, c'est oser. Ouais, souvent, en tant qu'artiste, on va te balancer des paroles comme quoi, mais tu n'es pas engagé. Souvent, je dis, mais déjà vivre au Tchad, c'est un engagement. Tout à fait, exactement. Donc, c'est vrai qu'on est dans une société qui juge, mais il faut remonter à notre histoire pour comprendre. Il y a beaucoup de choses. Par exemple, qu'aujourd'hui, si on retourne un peu en arrière, on va essayer de comprendre. Moi, je te prends le domaine que je comprends mieux, qui est la musique. Pendant longtemps, pourquoi on n'a pas une musique tchadienne, parce que pourquoi les gens ils ne consomment pas, mais j'ai compris que même déjà dans les années 60, les premiers groupes de musique, Ngarta Tomanba, ils les envoyaient se former à Kinshasa. On mettait les moyens et puis on partait les former comme des fonctionnaires. Et les gars revenaient et on disait que c'était de la musique tchadienne. Je suis désolé, cette musique, c'était juste, ils chantaient dans des langues en arabe.
mais ce n'était pas forcément de la musique tchadienne. Et le fait, par exemple, de ramener des gens qui nous ont ramené des rythmes d'ailleurs et tout, a fait que, du coup, on ne se retrouvait pas forcément dedans. Et après, quand on a un Tchad, par exemple, où il y a chrétiens et puis il y a musulmans, et puis il y avait eu les étapes de guerre civile aussi et tout. Donc le musulman, par exemple, venant du Nord, qui ne se retrouve pas forcément dans cette culture-là aussi. Donc lui, il se rabat peut-être vers le Soudan parce que c'est plus proche de lui. Et du coup, on est là seulement entre deux univers qui ne sont même pas les nôtres. Mais on se bagarre dessus autour que ouais, nous sommes plutôt dans la culture soudanaise ou bien arabophone. Les autres que nous, ils sont dans la culture soit européenne ou bien soit congolaise ou comme ça. Mais dans tout ça, où est la culture tchadienne qui, elle, existe quand même. Donc, c'est le fait d'avoir tourné le regard des gens depuis des années toujours vers l'extérieur. Or, le bonheur, ça se construit de l'intérieur. C'est, qu'on le veuille ou non, c'est à partir de l'intérieur qu'on peut construire des choses. Pour moi, c'est pas tard. S'il y a des choses qui n'ont pas été construites, s'il y a des choses qui n'ont pas été faites, c'est quoi mon rôle alors? Donc le Tchad est un pays enclavé, entouré de plusieurs pays. Est-ce que la culture, c'est pas le mélange de toutes ces influences-là, soudanaises, libyennes, nigérianes, camerounaises, centrafricaines, tout ça là, c'est peut-être ça aussi, le mélange de toutes ces influences qui font que la musique tchadienne a une identité culturelle en fait. Oui, mais justement, c'est qu'il faut en prendre aussi et puis faire ses œuvres. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à proposer des œuvres à travers toute cette richesse. C'est juste ça. Alors quand tu dis on n'arrive pas, c'est que ça n'a jamais été fait. Si, même si ça a été fait, ce n'est pas, je veux dire, ce n'est pas encore vulgarisé parce qu'aujourd'hui, la réalité est que quand on arrive au Tchad, par exemple, et quand on fait le tour du Tchad, même quand on va dans les boîtes de nuit, dans les bars, là où on est censé diffuser de la musique, c'est 99,% des choses de l'extérieur. Et les gens, ils quittent pas de chez eux pour venir vivre encore les choses de chez eux, chez les autres, quoi. C'est là-bas qu'il faut essayer encore, là je parle aussi en tant qu'artiste et en tant qu'acteur, de comment arriver à voir sur le fond. Moi personnellement, j'ai pas vraiment cette difficulté-là, parce que je fais partie de ces artistes-là quand même qui sont consommés un peu au nord, un peu au sud, même s'il y a encore du boulot à faire. Aujourd'hui, moi je peux dire que je peux vivre de mon art ici. Donc, j'ai un petit public au nord, j'ai un petit public au sud, je peux faire une tournée nationale. Donc, dès que tu peux faire une tournée nationale et pouvoir vivre de ton art, c'est déjà l'essentiel. Mais je parle d'une manière générale, c'est comment arriver, par exemple, à créer un marché tchadien. Pour créer un marché tchadien, il va falloir faire aussi une étude de marché. C'est quoi le rêve tchadien? Qu'est-ce qu'on peut proposer? Parce que l'avantage d'avoir les cultures de tout le monde, c'est ce qui se passe par exemple au Nigeria. C'est-à-dire qu'à un moment, ils créent quelque chose et puis qui marche et qui intéresse les Nigérians et on l'appelle même Nadia. Donc, nous aussi, c'est d'arriver à... Aujourd'hui, je ne dis pas il faut couper avec ça. Parce qu'il y a des choses aujourd'hui qui font même partie presque de notre culture déjà. La musique nigériane qui est en moi, je ne peux pas l'enlever. Mais moi aussi, j'ai mon mot à dire. Et que dans mon pays, si les gens arrivent, que dans le bus, par exemple, on a envie aussi de leur proposer que voici notre menu, voici ce que nous aussi on prépare à manger. Si vous arrivez chez nous, voici ça. C'est juste ça. Et ce problème se pose même sur le plan vestimentaire, par exemple. Aujourd'hui, quand moi, en Côte d'Ivoire, mes enfants, par exemple, ils vont dans une école, on les demande, habillez-vous tchadien pour venir avec. Et ils me demandent, papa, c'est comment s'habiller tchadien. Tout ce que je peux trouver pour le moment et qui symbolise le Tchad, pour moi, c'est djalabié et puis avec Kanamol et tout. Avec Tagui, ouais. Avec Tagui. Et là, tout de suite, les gens du Sud, par exemple, vont dire, mais non, mais ça, c'est pas sudiste. J'ai dit, mais au Sud, on propose quoi? Le problème, c'est ça. La nature a horreur du vide. Même si à un moment, on a perdu en termes de patrimoine, c'est pas un problème. Qu'est-ce que nous, on peut proposer? Nous aussi, nous sommes acteurs de notre développement, nous sommes aussi témoins de notre époque. S'il y a des choses qui, à un moment, la demande est là, au niveau du rendez-vous du donner et de recevoir, la demande est là. Et que je suis tchadien et que si je vais quelque part, on me demande c'est quoi la musique de chez moi, c'est quoi les mets de chez moi, les tenues de chez moi, qu'est-ce que je propose?
Alors, tu m'aides dans ma transition parce que on a le festival d'Ari actuellement et c'est un festival qui présente plusieurs cultures de différentes régions du Tchad. Maintenant, au sud, il y a de la culture. Moi, j'étais au sud et je sens une forte culture Gambaye ou Sara ou toutes les autres Mundang, tout ça. Donc toi, tu me dis clairement que même sur la tenue vestimentaire, on ne peut pas distinguer quelqu'un du sud et du nord. Ouais, parce que ça n'a pas évolué en fait. C'est qu'entre-temps, il y a les tenues des initiés, par exemple. Je sais qu'à une époque, il y avait des gens qui tissaient, il y avait des tisserands. Et ces tissus-là, tout a disparu aujourd'hui. C'est ça qui est dommage parce que dans le travail du patrimoine, on doit refaire ça. Là, il paraît qu'il y a encore quelques tisseuses. Mais quand je parle de tisseuses, ce n'est pas les femmes de Farcha que je respecte beaucoup. Il y a dans les villages, dans les anciennes techniques là. Donc, il va falloir repartir et puis essayer de voir qu'est-ce qui est resté. S'il n'y a rien qui est resté, bah, essayons de penser à réfléchir. Bah, non, réfléchissons à proposer quelque chose. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ça n'existe pas qu'on ne peut pas proposer. Donc, sur le plan vestimentaire, aujourd'hui, quand on doit présenter un nordiste et un sudiste, on présente toujours un sudiste, quelqu'un qui est peut-être en costume, et puis un nordiste, quelqu'un qui est en djellabia. Après, le côté djellabia, quand même, aujourd'hui, on arrive à trouver des djellabia qu'on peut dire dans la conception. Il y a certaines couturiers qui ont proposé des choses qui ressemblent quand même, où on dit que non, ça c'est soudanais, ça c'est tchadien. Dis-moi. Alors, effectivement, sur le djellabia, je vais juste revenir un peu avant, parce que les djellabia, en fait, maintenant, il y a le kaftani. Ok. Alors, on parle de kaftani. Kaftani, c'est vraiment l'influence, encore une fois, des pays voisins qui se portent donc au Soudan, qui se portent en Libye aussi, qui se portent aussi au Niger. Mais le Tchadien a quand même réussi à faire un kaftani tchadien où il n'y a pas beaucoup de couleurs, ce sont des couleurs assez soft. Contrairement, par exemple, si tu vas au Nord Cameroun, on a des kaftanis qui sont jaunes fluo, vert fluo, parce que c'est les gens qui veulent pétiller dans la vie aussi. Ouais. Mais le Tchadien est beaucoup plus discret. Maintenant, effectivement, quand je regarde le Sud, tous ces vêtements traditionnels qu'on voit, lorsque j'étais à un mariage une fois, j'ai vu un vêtement traditionnel du Sud de quelqu'un d'Oba. Pourquoi ces vêtements-là, on les confectionne pas pour en faire en fait une mode? Mais justement, c'est au-delà même de l'aspect culturel, du patrimoine à sauver et tout, il y a même l'aspect économique. Donc, souvent, les acteurs eux-mêmes ne se rendent pas compte. Moi, il a fallu que je travaille, par exemple, avec les femmes de Guéoui autour de la poterie. C'est ça qui m'a permis de comprendre. Moi, au début, je n'étais pas parti pour parler du patrimoine. J'ai vu juste des dames à qui j'ai mené une opération pour leur trouver des sacs de riz. Et puis après, je me suis dit, mais attends, ces femmes-là, elles sont plus riches que je l'imagine. Elles ont de l'or dans la main, c'est de la poterie. Si elles font ça et qu'elles vendent ça, peut-être qu'elles peuvent gagner. Peut-être qu'elles ne se sont pas rendues compte de comment créer un marché autour de tout ça. Donc, c'est de ça que j'ai dit, mais dans ce cas, on va monter des projets, on va créer, on va proposer un marché tchadien de la poterie et tout. Et on se lance dedans. Et c'est là maintenant que je me rends compte que, en fait, s'il n'y avait pas de problème d'électricité, peut-être que ces femmes-là, même, elles auraient déjà disparu. Parce que tout ce qui restait à faire, c'était juste les jarres et puis quelques pots de fleurs. Les jarres, les gens, ils en consomment encore parce qu'il n'y a pas d'électricité. Donc, il faut des jarres pour avoir de l'eau fraîche. C'est tout ce qu'elles consomment. Elles étaient devenues des productrices des jarres seulement. Or, les jarres, tu prends peut-être 2 ou 3 jours pour fabriquer une jarre, vendre à 3 000 francs, alors qu'elle peut te faire 60 assiettes, des tasses, des trucs comme ça qu'elle peut même en une journée et puis elle peut revendre. Et le marché va être lequel? C'est le marché tchadien. Faire des produits accessibles et vendre aux Tchadiens, c'est possible qu'en fait. Alors là, c'est plus sur le côté créativité. Parce que nous, on a eu la chance avec l'agence de communication de tourner un peu dans tout le Tchad. Et des gens créatifs, il y en a. Oui. Alors pourquoi on les met pas en avant? Là, on parlait de tissu, là, on parle de poterie, même des peintres. Il y en a dans le pays. On a vraiment des talents. Pourquoi on les met pas en avant? Et
Et même ceux qui sont devant, pourquoi ils ne sont pas comme des ambassadeurs de ces gens-là, en fait? C'est ça. Qu'est-ce qui coince, en fait? Bah, il y a beaucoup de choses qui coincent. Après, je suis pas là pour juger. D'abord, moi-même, personnellement, j'ai essayé de comprendre. Voilà. Donc, il y a des problèmes qui remontent il y a longtemps aussi. Il y en a qui ne se sont pas rendus compte. Il y a des choses qui sont perdues. Et de ce que j'ai compris aujourd'hui, que la culture, c'est d'abord une vision. Voilà. La culture, elle évolue comme le monde, le monde sur Internet, quoi. C'est-à-dire que ce qui faisait rire hier, aujourd'hui, ça ne fait pas rire forcément. Ça évolue tellement vite on ne peut pas écrire un livre, La culture pour les nuls, par exemple. Parce que ça évolue tellement vite qu'on doit s'adapter il y a des nouveaux mots qui arrivent parce que chaque génération vient avec ses codes et tout et tout. Donc, il y a des gros boulots de remise en question. D'abord que ceux qui sont, par exemple, à la tête des maisons, qui se rendent compte aussi du pouvoir qu'ils ont. Peut-être il y en a qui sont pas bien conseillés aussi. Parfois, les gens, ils ne se rendent même pas compte aussi. Même moi qui parle là, pourquoi j'ai dit que je ne veux pas juger, il a fallu que je touche la réalité du terrain pour me rendre compte que c'est plus complexe que ça. Parfois, il y a des artisans qui sont réduits à être juste des mendiants, juste pour le besoin des projets. Donc, on fait même parfois de l'ameublement humain. C'est quand on a besoin de vous, qu'on vous réunit, on vous filme juste pour justifier des subventions. Il a fallu que je rentre dedans pour me rendre compte. Ce qui m'intéresse ici, c'est comment, ça c'est de la conviction personnelle. J'ai dit, moi, j'ai envie, par exemple, d'aller vers... Quand on a le festival d'Ari, on a les différentes cultures tchadiennes qui sont représentées par rapport aux régions. Les gens viennent aussi découvrir, c'est une manière aussi d'unir les gens et de comprendre que la danse peut être dans toutes les régions et de la manière où quelqu'un qui vit à Gorée et quelqu'un qui vit là-bas à Fada est complètement différent, mais il reste un Tchadien. Maintenant, au niveau de la culture, est-ce que on met en avant les artistes tchadiens? Pourquoi je pose cette question? Parce que il n'y a pas longtemps, tu as été au cœur d'une polémique où on t'a presque fait passer pour un aigri en disant que pourquoi on ramène des artistes de l'extérieur et pas promouvoir les artistes tchadiens, en fait. J'aimerais que tu me répondes à ça. Ouais. Il y a eu des polémiques, par exemple, autour de non, on paye les artistes étrangers plus cher et tout et tout. Ça, c'est dans tous les pays. Ce n'est pas seulement qu'au Tchad. Où les artistes nationaux vont toujours se plaindre parce qu'on paye mieux ceux qui viennent de l'extérieur. Pour moi, le problème n'est pas là. Oui, il faut excuse-moi de te couper, mais il faut bien souligner que tu n'as pas de problème ni avec Youssoupha ni avec NASA. Non. C'est que c'est une pratique que tu es en train de juger, en fait. Non, en fait, c'est que d'abord, moi, je n'ai même pas de problème ni avec la programmation, ni avec les cachets. Parce que quand on me dit que non, les artistes se plaignent parce qu'on paye 75 000 francs, je dis, il y a même des artistes qui ne méritent même pas 75 000. Il y en a même qui ne méritent rien même d'abord. En fait, ça remet en question tout le travail de l'artiste en question. Qui est artiste et qui ne l'est pas. L'artiste qui est productif et qui vit de son métier et qui est présent sur le terrain est différent de l'artiste peut-être amateur qui ne vit pas de son métier et qui fait ça à ses heures. Donc, on n'a pas les mêmes problèmes. Donc, on ne peut pas payer déjà tout le monde sur la même base. Et si tu es un artiste et que tu acceptes qu'on te paye au même titre que tout le monde, ça veut dire soit tu ne connais pas ta valeur, ou soit c'est ce que tu vaux. C'est tout. Mais sinon, normalement, ça ne devait même pas poser un problème. J'organise un festival, la règle est simple. Il y a des artistes qui ont besoin du festival. On les appelle les têtes d'affiche, ceux qui peuvent ramener du monde. Et un festival a aussi ses partenaires. Et les partenaires vont exiger que non, il faut qu'on ait des artistes qui peuvent drainer du monde. Donc l'artiste international, parfois, qui vient, c'est parce qu'il a une capacité de drainer du monde. Et donc c'est bien pour le partenaire aussi. Et le partenaire, c'est celui qui met de l'argent. Donc le partenaire va dire, par exemple, que non, moi je veux bien vous donner de l'argent, mais ramenez-moi des artistes qui peuvent ramener du monde. Donc, à partir de ce moment, le débat d'artistes internationaux ne se pose pas pour moi. Moi-même, je vais jouer dans les pays des gens où parfois on me paye même mieux que les artistes nationaux. Donc mon problème n'est pas là.
quand on me pose des questions dans ce sens-là, j'ai dit non, moi, je ne me sens pas concerné. Et j'ai sorti même un exemple où, il y a quelques années, un promoteur me contacte et puis me dit que non, ils font venir tel artiste international et il m'appelle la veille, quoi. Donc il me dit, et on a besoin de toi pour l'accompagner, et il me dit le prix. Et il me dit que tous les autres artistes seront payés comme ça, mais toi, exceptionnellement, on va te payer tant. Mais pour l'accompagner. Donc moi, pour rigoler, j'ai dit, mais il va où? Je lui ai demandé, il va où? Il me dit, comment ça? J'ai dit, mais comme tu veux que je l'accompagne, il va où? Attends, d'abord, on remet les choses dans leur contexte. Tu m'appelles, tu me demandes d'abord, est-ce que tu peux me parler d'un spectacle? Est-ce que je suis disponible? Est-ce que je peux même te présenter mon administrateur ou des trucs comme ça? Tu ne m'appelles pas comme ça et puis tu commences directement à me dire, est-ce que tu as cherché même à connaître ma disponibilité? Et qui te dit que je suis disponible demain? J'ai un calendrier. Si tu ne le sais pas, je te fais savoir. Donc, c'est à moi. Ce mec, il a le droit de ne pas me respecter. Il a le droit de réagir comme il réagissait, mais c'est à moi de lui faire savoir que j'ai de la valeur. Et quitte à ce que ça l'énerve, moi, ce n'est pas mon problème. Quitte à ce qu'il m'insulte, ça, ce n'est pas mon problème. Je veux simplement te faire comprendre que c'est mon métier et c'est moi, je connais ma valeur. Donc, s'il y a des artistes qui s'alignent pour aller prendre de l'argent, je suppose aussi que c'est leur liberté. Mais qu'être artiste tchadien, ce n'est pas un statut. C'est-à-dire qu'il y a des artistes, on a tous la nationalité tchadienne, mais on ne fait pas tous le même métier. On fait tous le même métier, mais on n'a pas les mêmes valeurs sur le marché. Aujourd'hui, je suis désolé, un gars comme Afrotronics, moi, Mandoué, je ne peux pas venir m'arrêter à côté de lui et puis dire que je veux le même cachet qu'Afrotronics. Ce mec, il fait des scènes que moi, je ne fais même pas. Il pèse sur le marché continental. Donc, je connais ma place. Et puis, pourquoi je vais vouloir qu'on me paye en fonction de quelqu'un? On doit me payer en fonction de ce que je vaux sur le marché. Je sais que quand on va faire venir des gens de l'extérieur, c'est bien, mais moi, Mandoué, je sais que chaque lion a sa savane. Et ici, je suis un lion. Donc, je me vends comme un lion. Mais maintenant, si on me dit que non, nous, on n'a pas le budget pour payer le lion que tu es pour notre manifestation, je dis, ce qui ne peut pas se faire aujourd'hui pourra toujours se faire demain. C'est vraiment une question de cachet ou c'est vraiment une question de respect? C'est une question de respect. Ce n'est pas une question de cachet parce que le cachet là, on propose 75 000 francs. Tu veux, tu prends. Je vais même illustrer encore ça avec un exemple au Burkina Faso. À l'époque, quand nous on venait de sortir notre premier album avec le groupe Yelen, un grand événement nous appelle. On nous dit tous les artistes jouent à 75 000, mais vous, on va vous payer 150 000. La première question que j'ai posée aux organisateurs, c'est quoi, pourquoi c'est à vous de fixer notre prix? Ils disent, non, mais attends, c'est comme ça pour tout le monde. J'ai dit, non. C'est pas à vous de fixer notre prix parce que c'est nous, on connaît notre valeur. Et nous, on ne joue pas à ce prix-là. Que non, mais l'événement, c'est un événement national et tout. Donc, à partir de ce moment, demander notre contribution gratuite, mais préciser qu'on vient, c'est notre apport. Et ça nous a créé des problèmes. Mais à partir de ce jour, les 150 000 qu'on nous a proposés, on était sortis, on est partis. On a organisé maintenant notre propre tournée où on a fini l'apothéose au stade. On a fait 17 000 personnes. Les mêmes organisateurs de cet événement reviennent un an plus tard pour nous demander est-ce que vous pouvez venir faire l'ouverture de cet événement au stade. On a dit, vous voulez qu'on vous remplisse le stade? Payez-nous la valeur. Donc, on s'est imposé par notre respect. Et même aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait ici au Tchad. C'est-à-dire que j'essaie de me vendre par rapport à mon métier. C'est que souvent, les autres appellent ça de l'arrogance. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est que je sais ce que je vaux. Donc, après... Pourtant, je peux aller jouer à l'anniversaire de ton enfant en Loan. Mais ça dépend de comment tu me prends. Mais quand il y a un organisateur des festivals et puis me dit ouais, tu sais, tous les artistes sont payés comme ça, mais toi, on va te payer. Pourquoi? Si tu me respectes, je te respecte. Si tu ne me respectes pas, je te démontre d'abord clairement que moi, Mandoué, je n'ai pas faim. Et que je ne suis pas cet artiste-là, par exemple, que vous pouvez me faire balader dans vos trucs. Je vous dis simplement que vous avez le droit de ne pas me connaître, vous avez le droit de me manquer du respect, mais moi, personnellement, je ne me manque pas du respect. C'est tout. J'ai eu cette discussion avec un restaurateur tchadien qui avait les mêmes propos que toi, qui disait qu'aujourd'hui, s'il n'était pas tchadien, son restaurant serait plein tous les jours. Et on ne poserait pas des questions du genre combien il gagne, combien de plats il fait par jour.
est-ce que c'est pas pareil dans le milieu tchadien de la musique? C'est-à-dire que lorsque c'est un Tchadien, on se dit non, on va donner juste uniquement 75 000, ça va le suffire directement. C'est-à-dire qu'on met tout de suite des garde-fous pour le coincer quelque part, pour dire mais alors est-ce que c'est pas les gens, les organisateurs, les autorités aussi, hein, ou même nous, les citoyens lambda, est-ce qu'on ne minimise pas nos artistes tchadiens? Et ma deuxième question, parce que c'est la suite de cette question, aujourd'hui j'ai vraiment l'impression que tout le monde est un artiste. Oui. Avec les réseaux sociaux, chacun se dit artiste. Et sans donner des noms, il y a vraiment des catastrophes, il faut dire la vérité. Alors est-ce que ce n'est pas ces gens-là qui font qu'on est en train de minimiser les artistes tchadiens? Ouais, mais c'est justement, c'est pour ça que, pour répondre par exemple à ta première question, là, c'est que déjà, quand on parle du respect, partout dans le monde, le respect, c'est personnel même d'abord. C'est-à-dire, je connais la valeur de ce que je fais et tout. Et les gens, comme je le dis, les gens ont le droit de te manquer du respect, de dire des choses et tout. Mais ici, on est dans une situation où est-ce que les acteurs eux-mêmes se respectent? Et qui est acteur et qui ne l'est pas? Donc ça rejoint directement la deuxième inquiétude. C'est que d'abord, il est très facile de savoir si tu pèses sur un marché ou pas. On a les chiffres qui parlent. On a des manifestations que tu peux organiser. Donc, quand tu as la capacité de mobilisation, tu dois le savoir. Ce n'est pas une question de solidarité. Je suis désolé, souvent j'entends des artistes que non, quand un tel artiste organise, par solidarité, on doit venir tous le soutenir. Et puis quand c'est un autre artiste, non, ce n'est pas un pari-vente. C'est pas un pari-vente. Et si je suis un artiste et que j'ai fait un concert et qu'il n'y a rien que mes collègues artistes qui sont là, ce n'est pas une réussite ça. Puisque mon art doit s'adresser à un public, ce n'est pas à mes collègues. Et mon objectif, c'est de gagner en termes de public. Donc, mon défi aussi, c'est, aujourd'hui, là, j'ai pu faire du 2000 personnes. Peut-être que l'année prochaine, je vais faire du 4000 personnes. Donc, pour illustrer ça même, moi, je te reviens simplement sur l'image des boutiquiers. Tu vois, parce que pour moi, c'est ça l'exemple de réussite aussi sur le plan économique ici. Alors, ma prochaine question, parce que tu es un franc-parler, moi je te connais, tu ne caches jamais ce que tu dis aux gens, tu es soit on t'aime, soit on t'aime pas. Ouais, apprendre ou à laisser. Maintenant, moi, en tant qu'ami, je me permets de te dire, mais pourquoi tu ne serais pas un ambassadeur pour tous ces gens-là qui peut-être attendent à ce que toi tu prennes le drapeau des artistes pour avancer, pour les guider, pour leur donner ton expérience, pour même peut-être les parrainer. Ouais. Maintenant, j'ai l'impression que le milieu artistique tchadien est un milieu où, est-ce qu'on parlait de politique, la politique, le premier mot, c'est le combat d'abord. Mais est-ce qu'en tant qu'artiste, on a des combats à mener, mais est-ce que ce sont les mêmes combats politiques? Et pourquoi aujourd'hui ce côté marginal dans le milieu artistique? Parce que je sais que tu as un public sur tout le territoire tchadien. Est-ce que c'est pas toi qui te mets à côté? Parce que peut-être que tu as un franc-parler, parce que tu dis les choses. On dit toujours, faut pas toujours dire ce qu'on pense. Mais est-ce que c'est pas toi qui te mets à côté en fait? Oui, et puis en plus là, je ne vis pas ça très très mal en fait. C'est que après, si ça vient du public, je me remets en question, mais quand ça vient des artistes, d'abord, il faut que je sache qui est artiste et qui ne l'est pas. Est-ce que le jugement de tout le monde m'intéresse? Tu vois? Parce qu'il y a des gens qui veulent que nous, on soit solidaires, alors qu'il n'a pas de talent et il veut qu'on soit ensemble, alors que lui, il ne peut pas drainer du monde et que moi, je draine du monde, on ne peut pas parler le même langage. Au moins, c'est clair. Voilà. C'est-à-dire que, après, ils appellent ça tout de suite de l'arrogance. Mais pour moi, ce n'est pas de l'arrogance. Et puis, je n'ai pas l'impression d'être marginalisé comme ça. Parce qu'aujourd'hui, ça fait 3 ans, par exemple, je prends l'exemple sur le projet Au nom de l'art que je fais. Ça fait 3 ans que je fais ce projet. J'ai vu les difficultés que j'ai rencontrées et j'ai vu aussi mes avancées. Et quand je regarde, je vois que non, le bilan est plus que positif, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan impact. Aujourd'hui, on fait partie des structures culturelles africaines maintenant, en 3 ans. Donc,
où on arrive à postuler pour des appels d'offres même à l'extérieur et qu'on arrive à proposer des choses. On ne fait pas avec des gros moyens, mais on arrive juste à faire les choses. L'essentiel, c'est de faire les choses. Donc, après que je ne cherche pas l'aval de mes collègues, ça ne m'intéresse pas l'aval de mes collègues. Parce que c'est comme si tu demandes à un boutiquier, est-ce que tu as besoin que tous les autres là, Non. Je vends mon business. L'essentiel, c'est d'avoir un public. Si mon public, par exemple, me rappelle alors et puis dit, non, Mandoé, maintenant, on ne se reconnaît plus dans ce que tu fais, je veux dire, bon, vous savez, ce que j'ai fait même avant, que vous avez dit que c'est pour vous là, c'est parce que je l'ai rêvé. Donc, laissez-moi rêver. Et mon rôle en tant qu'artiste, c'est toujours de pouvoir rêver. Je te dis que j'ai appris l'histoire de l'art. Et j'ai compris que même les Picasso, c'est des gens qui, à un moment, ils changeaient des formes. Et puis le public, non. Tu sais, on t'a aimé comme ça, reste comme tu es. Ça ne marche pas dans l'art. L'art, c'est que moi-même, j'ai envie d'être différent de ce que je suis aujourd'hui. Et que peut-être que ce que hier tu as apprécié, c'était mon rêve. Mais aujourd'hui, je rêve d'autre chose. Mais je ne vais pas aller rêver encore le rêve puisque le rêve, ce n'est pas moi qui commande. Donc, c'est un peu ça qui fait que parfois, en tant qu'humain, parfois c'est dur. Même pour certains de mes proches, parfois de voir que non, tout le monde s'en prend à moi. Oui, on s'en prend à moi juste parce que je suis différent. Et que j'essaye de proposer un modèle économique aussi. Je dis, je ne parle pas au nom des autres. Je dis que j'ai de la valeur, ça cause un problème. Je dis, j'ai de la valeur. Pourquoi ça doit te déranger? C'est juste ça. Et le problème parfois, c'est que même les acteurs eux-mêmes, ils ne se rendent pas compte. Je te sors un premier clash que j'ai eu. Par exemple, quand on a fait venir MC Solar, on me dit que non, Mandoé, tu dois faire la première partie et tout. On m'a proposé de faire la première partie. Donc, j'ai dit OK et tout. Et ils me proposent un cachet. J'ai dit, je n'ai pas de problème avec le cachet. Mais est-ce que je peux vous mettre en contact avec mon administrateur avec ton manager? Ouais, avec mon manager, parce que je veux un contrat et tout. On m'a sorti la phrase la plus dure de l'époque. On m'a dit que non, tu n'es qu'un artiste tchadien. Comment tu vas exiger un contrat? J'ai dit, OK, mais je ne parle pas au nom des artistes tchadiens ici. Je parle en mon nom. Donc moi, dans mon business, c'est que vous passez par mon manager. Et là, ils se sont moqués de moi. Ils disent que toi, tu es Michael Jackson. Jusqu'aujourd'hui, on m'appelle Michael Jackson. Dans le milieu, il y a certains qui m'appellent Michael Jackson. Et maintenant, les artistes se sont regroupés quelque part. Ils disent que non, on les payait eux tous 500 000. Et que, mon Dieu, il faut qu'on se mette ensemble pour mener le combat. Comment tu veux que je me mêle à un combat pareil? Je te dis que les contrats sont individuels. Même ici, dans cette radio, il y a des gens qui viennent avec leurs contrats. Les contrats sont individuels. On nous parle de prestations. Donc, je ne peux pas mener la lutte pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que moi, je connais la valeur de ce que je fais. Donc, je veux dire que moi, Mandoé, pour jouer 1 heure de temps, j'ai besoin de temps. Mais je ne peux pas parler au nom de tout le monde. Et là, tout de suite, on me dit que... Donc, toi, tu te crois plus important. Mais ce n'est même pas que je me crois. Je suis important, mais important pour moi. Ce n'est pas contre vous. Donc, à partir du moment où... Et ça, j'ai un peu mal vécu à l'époque parce qu'on me dit que non, Mandoé, si tu es le seul à avoir des problèmes avec tout le monde, c'est que c'est toi le problème. Mais après, je me suis rendu compte que non. Tu peux être le seul à avoir des problèmes avec tout le monde et puis avoir raison. Donc, je ne suis pas... on ne m'a pas confié, par exemple, le destin des artistes. On ne m'a pas donné un budget. J'ai dit simplement que c'est mon entreprise que je suis en train de gérer et que je n'ai pas envie de m'associer à tout le monde. Parce que non, on ne s'associe pas à tout le monde. On peut peut-être avoir des partenaires. C'est ce qu'on fait, par exemple, si on fait une chanson, je peux appeler un autre artiste pour venir en duo. Et le duo qu'on va faire, ce qu'on appelle featuring, que souvent même les gens ils pensent que c'est de l'aide, mais non, c'est pas de l'aide. Le featuring qu'on fait là, c'est parce que toi tu as un public, moi aussi j'ai un public, et puis si on s'associe ensemble, ça me permet d'avoir ton public et puis toi aussi vice versa. Donc ce n'est pas du social. Quand on utilise par exemple ma chanson dans les téléphonies mobiles et que j'arrive au Tchad et que je demande mais au nom de quoi vous utilisez ma chanson, on me dit que mais c'est la maison de droit d'auteur qui a autorisé. J'ai dit, mais la maison de droit d'auteur, ils ne sont pas producteurs. Au contraire même, ils doivent travailler pour les auteurs que nous sommes. Donc c'est nous leurs patrons. Et depuis quand toi tu vas te lever, aller signer un contrat en mon nom sans mon avis?
Et c'est déjà arrivé, hein? C'est déjà arrivé. Et regarde la manipulation. C'est-à-dire que quand je m'adresse comme ça aux droits d'auteur, ils me disent « Oui, mais tu sais, on s'est permis comme ça de faire. Donc, c'est des forfaits que les téléphonies mobiles nous versent. » Je dis « Ok, mais c'est combien les forfaits qu'on vous verse ?»« Non, c'est pas grand-chose. » Je dis « Mais même c'est pas grand-chose, qu'est-ce que vous en faites ?» Ils me disent que non, mais tu sais, tu connais la situation de tes frères ici au Tchad, c'est pas facile. Donc, on essaye de partager un peu pour que tout le monde bénéficie. J'ai dit « Mais autant ouvrir un centre social. » Vous parlez des droits d'auteur, là. C'est de la propriété intellectuelle. Effectivement. Et les mêmes personnes, ils vont maintenant appeler les autres artistes, comme ils sont nombreux, on leur dit que, vous savez, l'argent des droits d'auteur qu'une téléphonie mobile a versé tant, on a pu récolter un peu, c'est tant. Et on voulait partager avec tout le monde, comme ça, chacun va avoir un peu. Mandoué dit que lui, il ne veut pas être solidaire avec vous, que lui veut avoir sa part à part. Et là, les autres artistes, aussi cons qu'ils étaient, ils commencent directement à s'en prendre violemment à moi. Alors qu'ils ne savent pas que on les partage, par exemple, ils peuvent être 2 ou 3 à les partager 100 000 ou bien 10 000. Et puis sur les 10 000 ou bien sur les 100 000, vous reversez encore 20 000 aux personnes. Donc, une seule personne peut se taper, par exemple, si vous êtes 100 et que lui doit toucher, par exemple, vos 20 000 francs. Donc, une seule personne, on vous manipule et puis vous vous en prenez à moi, alors que moi, je connais mes droits. Je dis simplement que non, une maison de droit d'auteur n'a pas le droit, par exemple, d'aller prendre de l'argent dans une maison. Et quand j'ai commencé à serrer, ils me disent que non, bon, ils savent que non, si je leur fais des problèmes, ils vont avoir des problèmes, mais que tout ce qu'eux, ils me demandent, c'est de les aider. Et c'est ce que j'ai accepté. Mais il y a d'autres artistes qui ont porté plainte et puis qui ont eu plus de 30 millions. Donc, c'est comme quand il y avait eu, pendant le Covid, où l'État a sorti 50 millions pour donner aux artistes. Il y a eu plus de 50 000 personnes aussi qui sont sorties de nulle part et puis qui disent qu'ils sont des artistes. Qui sont des artistes, ouais. Voilà, et cette vérité, quand tu vas parler, on va dire que non, toi, tu ne veux pas être solidaire. Mais pourquoi vous voulez que je sois solidaire avec vous? Toi, tu es médecin, man. Et puis le jour où tu entends qu'il y a de l'argent qui concerne les artistes, tu dis que non, toi, tu as déjà fait une chanson, c'est dans ta page YouTube et que tu es artiste. Oui, mais tu es artiste. Mais c'est là maintenant qu'il y a ça ramène la question, par exemple, du statut de l'artiste. Donc, il y a tout ça, par exemple, que on peut s'y pencher. Mais pour le moment, moi, je me dis d'abord, ma priorité en tant qu'artiste, c'est d'abord de générer de l'économie. Parce que quand tu règles d'abord ce problème-là, qui est majeur, vivre de ton art, une fois que tu vis, tu peux défendre tes droits, quoi. On va revenir sur la partie projet. Un de tes projets qui te tient vraiment à cœur, c'est Au nom de l'art. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet? Comment tu l'as commencé? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Et où est-ce que ça en est aujourd'hui? Après Yélène, j'étais d'abord en France, j'ai monté un projet, je suis rentré au Tchad. Après, juste pour rappeler, Yélène, c'est ton ancien groupe. Mon ancien groupe, voilà, au Burkina. Et après, je suis rentré au Tchad, j'ai monté des projets de festivals. Et puis jusqu'à ce qu'après, je repars en France. Après, je tombe sur le Gao Production, qui est la structure de Magic System, où j'ai fait 3 ans là-bas parce que ma famille aussi était à Abidjan, donc ça tombait bien. Et tous ces moments-là, je prenais du plaisir à ne pas savoir où est-ce que j'allais. C'est ça pour moi la définition de l'art déjà. Et le déclic va partir, même à Paris, dans le 11e. J'étais parti faire une prestation et puis je tombe sur un producteur, bon, entre guillemets, quelqu'un qui me dit que non, il veut bosser avec moi. Et je quitte le Poitou-Charentes, je reviens, on se voit et puis il m'a demandé, Mandoué, est-ce que tu as pris le métro? Poitou-Charentes en France, ouais. Ouais, en France, ouais. Donc, est-ce que tu as pris le métro en venant? J'ai dit oui. Est-ce que tu as vu des chanteurs là-bas? Oui. Tu les as écoutés? Oui. Ils chantent bien, non? J'ai dit oui. Ils chantent même très bien. J'ai dit oh. Et puis après, il me dit, ils chantent même mieux que toi, non? J'ai dit oui. Il dit, c'est ça. Aujourd'hui, c'est pas que les talents qu'on accompagne, on accompagne des projets. Donc, le jour où tu verras ta carrière comme un projet, reviens et puis on va en discuter. Ça m'a éclaboussé sur le champ, mais c'est ça qui m'a permis d'avoir le déclic. Donc, en parlant du projet, j'ai dit, mais moi, je suis sculpteur déjà à la base. Et j'ai toujours rêvé d'avoir un espace de transmission. Donc, je voulais monter un projet autour de la sculpture et puis de la musique, comme ce que je faisais déjà, où je sculptais en chantant et je chantais en sculptant. Mais à la fin, une partie va aller dans une salle d'exposition et l'autre partie va aller sur une scène. Est-ce que cette expérience, je peux partager avec les enfants? Et pourquoi les enfants? Parce que je me suis rendu compte que dans un pays comme le nôtre, là,
On a déjà des générations, des années de guerre qui ont peut-être été beaucoup meurtries. Peut-être qu'il faut s'adresser aux enfants, leur dire autre chose, qu'il y a un autre Tchad qui est possible et que il y a un Tchad aussi des talents, des valeurs et tout et tout. Donc c'est comme ça que j'ai commencé d'abord le projet avec les enfants et puis finalement c'est devenu aussi un album avec des chœurs d'enfants. Après, le projet s'est agrandi tout de suite. Jusqu'à après, maintenant, on a les branches des Reines de Guewi, on a encore la branche des jeunes va s'ouvrir tout de suite. On va même au-delà de l'art et tout et tout. Donc, c'est devenu vraiment un arbre à plusieurs branches, mais qui a pour objectif de promouvoir d'abord la culture made in Tchad, l'identité tchadienne, créer de l'économie tchadienne et puis créer un rêve tchadien. Mais pas imposé à tout le monde. C'est déjà, moi je prends du plaisir à faire ça avec mon entourage et de plus en plus les gens commencent à croire. Quoi. Et ce projet s'en est aujourd'hui? Ça continue toujours? C'est maintenant même que ça devient encore plus grandiose parce que là, on est sur un projet d'espace à Bakara où là-bas, ça va être ouvert à l'art d'une manière générale, à l'artisanat. On va créer des boulots. Maintenant, on veut créer des boulots. On va avoir un espace de formation. On veut aller maintenant vers les étudiants parce que la prochaine tournée, là, on fait aussi dans la détection des talents. Et on produit carrément même une émission pour la télévision nationale du Tchad. Donc on fait le tour, on détecte des talents, on enregistre dans les mêmes conditions pour leur dire que dans votre village ou bien dans votre ville, vous pouvez vous organiser. Et je t'ai dit tout de suite que même à Mongola, là, les jeunes qui ont été les finalistes là-bas m'ont dit que non, ils se sont mis déjà en collectif pour organiser des concerts. Et c'est ça l'idée, d'aller dans toutes les villes et puis de leur dire, créez des contenus, vous pouvez créer de l'argent. Voilà, et il y a l'autre étape aussi, c'est qu'on va aller maintenant dans les universités. Dans les cités universitaires, on va aller, il y aura des conférences, on va échanger avec des jeunes, on va leur dire, écoutez, c'est possible, il y a des choses qui sont possibles. À défaut de changer le Tchad, vous pouvez changer vos vies. Ne soyez pas des proies pour la politique, ne soyez pas des proies pour les religions, mais soyez juste des humains au service de votre nation. Là. Alors, on a bien compris que tu n'aimes pas faire les choses comme les autres. Et tu aimes surprendre. C'est-à-dire qu'avec ton projet Au nom de l'art, au début, on se demandait mais qu'est-ce qu'il fait avec la sculpture et la musique? C'est après qu'on a compris. Et effectivement, c'est un projet qui est très intéressant. Maintenant, on te voit sur un bateau vers Bakara, en train de chanter avec des gens, des ramasseurs de sable. En fait, tu aimes bien vraiment étonner ton public, faire en sorte de les faire voyager. Mais en même temps, quand on écoute tes paroles, ce sont des paroles qui sont terre à terre. Là, ton dernier clip, tu parles d'un homme reconnaissant envers Dieu, sans vraiment dénoncer les choses. Tu fais référence à certains critères de la société qui fait qu'on oublie les bases. Et, est-ce que tu peux me répondre là-dessus? Qu'est-ce qu'on a fait qu'on est en train d'oublier les vraies bases de l'homme ou de la femme tchadienne? Ouais. Déjà, à commencer par la religion. Le sujet le plus sensible qu'on arrive à toucher, c'est le truc même remonte jusqu'au niveau de la colonisation. C'est tellement sensible qu'on n'arrive pas à toucher parce qu'aujourd'hui, même quand tu veux parler de certaines choses, on dit que non, tu veux te victimiser. Parfois, l'histoire est là juste pour nous permettre d'avancer. Ce n'est pas forcément de nous victimiser. Il faut se rendre à l'évidence aussi. C'est que aujourd'hui, je suis chrétien parce que mes parents sont chrétiens. Et je ne peux pas dire, par exemple, que je renie ça. Ça fait partie de ma vie et tout et tout. Mais maintenant, j'ai appris aussi à être humain au-delà de ma religion. Et c'est ce côté-là qui fait que, loin de toi, aujourd'hui, je te vois d'abord comme un humain, comme une personne. Si tu m'aimes, je t'aime et que c'est tout à fait normal. Donc, il y a je t'aime bien. Voilà. Donc, je t'aime bien aussi. Okay. Maintenant, c'est-à-dire que ces histoires-là, il faut qu'on remonte là-bas. On ne peut pas empêcher la politique de faire la politique. Pour revenir, par exemple, à la question, c'est ça. Aujourd'hui, l'art peut nous amener à ça. Moi, je crois au pouvoir de l'art, en fait. C'est ça mon péché. Parce que je sais que Bob Marley, à lui seul, a permis au monde entier de connaître la Jamaïque. Et qu'après, le même Bob Marley, là, il était parti de pays en pays. Il a servi de trait d'union pour la paix et tout et tout. Alors que ce mec, à la base, il a d'abord cherché à savoir bien chanter, à maîtriser la scène.
Une fois que tu maîtrises ça, tu vas te permettre de mettre de ton combat dedans. Et aujourd'hui, je sais que moi, mon doué, à moi seul, il y a des choses que je peux faire à travers l'art. Le fait de me considérer comme un artiste d'abord et que je dis, l'art me permet de chanter pour les Tchadiens. Donc quand je chante, je vais à Abéché, il y a un public qui sort. Je vais à Mongo, il y a un public. Je vais à Sar, il y a un public qui sort. Ceux-là, je les vois d'abord comme un public, avant même de les voir comme des Tchadiens. Maintenant, après, je peux les voir encore comme des Tchadiens, parce que derrière ça, je vais dire, bon, vous êtes venus pour ma musique, non. Mais moi, j'ai envie de vous dire que non. Est-ce que vous savez que entre cultivateurs et éleveurs, on est complémentaires? Est-ce que vous savez ça? Donc je peux, parce qu'ils viennent pour mon art, et puis maintenant je peux me permettre de leur dire des choses. Donc c'est pourquoi il est primordial pour moi de rester d'abord artiste. Et maintenant, quand je vais vers ces jeunes-là, parce que la dernière étape, ou bien l'actuelle étape du projet, ça s'appelle même Au-delà de l'art. J'ai envie de proposer, ou bien on a envie de proposer une autre facette de l'art que les Tchadiens ne sont pas rendus compte. Parce que les années de guerre peut-être ne nous ont pas permis d'explorer ce domaine-là. Et c'est pourquoi on pense toujours qu'un artiste, c'est le dohosaki, comme on dit en arabe là. C'est-à-dire que c'est lui qui doit chanter devant la porte. Quand on finit de manger, on jette l'os et puis il prend. Non. C'est-à-dire il faut voir maintenant le côté économique de la chose. Et à côté de ça, est-ce que je peux partager aussi des expériences avec des jeunes? Le fait, par exemple, d'avoir la chance d'appartenir à cette jeunesse de N'Djamena ou de Moursal et qui à un moment ne croyait pas et puis qui est parti et puis qui est revenu, et j'étais parti aussi, j'ai vu dans les autres pays et je me rends compte que peut-être qu'on a à peu près les mêmes difficultés, même si on n'a pas les mêmes façons de les affronter et tout. Donc est-ce que c'est possible qu'il y a des choses qu'on peut proposer aussi ici? Oui, c'est possible. Est-ce que payer un t-shirt par exemple pour un jeune, est-ce que tu as besoin d'attendre qu'il y ait campagne politique pour qu'on te donne un t-shirt? Un t-shirt, ça coûte combien? Peut-être avec 1000 francs dans la friperie, tu peux t'acheter. Mais si tu vends des briques, tu peux avoir des bénéfices pour te payer un t-shirt. Tu peux vendre les Leda et puis tu peux être un marchand ambulant, je veux dire, avoir un peu de bénéfices et puis te payer un plat de riz. Il faut que tu arrives à assurer ça pour ne pas être une proie des intégristes, quoi, voilà. Alors, est-ce que quelque part, un homme ou une femme, pour qu'il puisse accéder à la liberté et au bonheur, ne doit dépendre de personne, en fait, à part de Dieu? Voilà, pour moi, c'est ça. C'est... D'abord, on n'est pas là pour dépendre des gens. On est là pour vivre, c'est tout. Après, on peut se respecter. On a besoin aussi... Il y a des gens peut-être qui ont reçu plus de lumière que les autres, mais s'ils mettent leur lumière au service des autres, il n'y a pas de souci. Mais un homme ne doit pas être une proie pour un autre. Voilà. Un homme ou une femme, hein? Voilà, c'est l'homme avec le grand H. On ne doit pas être de proie. On est fait de l'amour, je pense. Donc notre rôle, c'est de pouvoir s'aimer et de pouvoir aussi... Il y a des choses qu'on peut s'aider à remonter. Je pense qu'il y a... Quand on n'a pas de valeur, c'est ça qui nous cause beaucoup de soucis. Je te donne un exemple. Je vais m'acheter une très grosse voiture qui me coûte pratiquement dans les 200 millions ou un truc comme ça. C'est bien, j'ai le droit de me faire plaisir. Après, moi, par exemple, je viens d'un village où je dis, avec 400 000 francs, je peux faire un forage de puits. Et puis après, je me dis, non, je n'ai pas juste envie, par exemple, de venir leur offrir le puits. J'ai envie aussi qu'ils participent un peu. Parce qu'il s'agit de leur puits et tout. Non seulement ça me permet de passer un moment avec eux, et puis maintenant, on peut faire quelque chose ensemble. Tout est une question de priorité. Si ta priorité, par exemple, c'est de te faire plaisir, de t'acheter une grosse voiture, même s'il n'y a pas de route, c'est ta priorité. Mais après, au niveau des valeurs, comment tu vis avec? Et ce pays a juste besoin d'amour. Des gens qui doivent se rendre compte que, ok, même si il y a des gens qui n'ont même pas besoin de beaucoup d'argent. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des écoles qui n'ont même pas de salle de classe. Et je veux dire, si c'est mon village,
Moi, ça me plairait bien de me construire une grande maison, Mandoué. Qu'on dise que non, voici la maison de Mandoué, la villa de Mandoué. Mais j'ai un problème, c'est que même si je construis une grande villa, je veux dire avec 60 chambres, la nuit, je ne dormirai que dans une seule chambre. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir... Moi, j'ai parcouru un peu ton répertoire. Il y a des sons qui sont très profonds, où on sent une souffrance chez toi que tu as envie de dégager. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Parce que je suis le fruit de ça. J'ai vécu tellement de choses que l'art est aussi en même temps une sorte de thérapie. Donc ça permet de libérer. Et justement, ce qui fait que je ne suis pas une personne amère, c'est ça. C'est le fait d'extérioriser les choses que j'ai vécues. Et du coup, aujourd'hui, par exemple, je ne me considère pas comme quelqu'un qui a des choses. Pourtant, j'ai des raisons d'être rancunier. J'ai vécu des choses, des humiliations. Comme une anecdote, par exemple, quand j'étais au Burkina à l'époque, j'arrive, j'ai dû fuir la pression, mais j'arrive. Il y avait une association des étudiants, et puis ils disent que non, ils ont fait déjà leur assemblée générale, ils disent que non, c'est pour me rapatrier au Tchad. J'ai dit, mais j'ai fait quoi? Parce que mon ami chez qui j'étais arrivé aussi, Memix à l'époque, il me dit, mais il a fait quoi? On dit que non, mais des espèces comme ça, ils viennent pour gâter le nom du Tchad. Il fallait prendre ça. Et tu prends ça, mais tu quittes le quartier, tu vas, tu te construis ailleurs. Et les mêmes qui vont dire encore que non, mais tu vois, c'est notre fierté nationale et tout. Mais après, tu les en veux pas. Parce que au moment où ils étaient comme ça avec toi, ils n'étaient pas méchants. C'est juste qu'ils ne comprenaient pas ce qu'ils disaient. Ça m'a durci. Mais malgré tout ça, j'ai libéré ça. Parce que je ne veux pas garder des choses qui vont me faire du mal. Je ne suis pas le fruit de leur investissement. Ils n'ont aucun droit de vie sur moi. Je ne suis pas un outil de propagande. Donc, j'ai choisi d'être un artiste et j'ai choisi d'être libre. Mais c'est des choses que quand tu vis, quand tu es dedans, c'est dur, mais tu dois lever ta tête et puis marcher et puis dire que non, ces jeunes, ils ne savent pas de quoi ils sont en train de parler. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont en train de faire ça. Je veux te parler, Loan. Je sais qu'on vit quelque chose qui est un peu... Et même dernièrement, j'ai vécu ça. C'est-à-dire, je sortais, je partais dans des quartiers. Des jeunes s'arrêtent devant des maisons et puis ils me disent « Mandoué chiffon, Mandoué chiffon ». Parce qu'un leader politique a dit qu'un artiste qui ne se soucie pas de son peuple est un chiffon. Et moi, je vois des jeunes qui me regardent et puis qui me disent chiffon, chiffon. Moi, Mandoué, chiffon. Je dis, mais est-ce que ces jeunes-là, ils savent pourquoi ils me traitent de chiffon? Quand tu dis un homme politique, on peut dire qui c'est, parce que c'est un personnage public, hein, voilà. Donc on peut ne pas gâcher. Voilà. C'est un ministre, c'est un chef de parti. C'est un chef de parti. Ok. Donc, après, je veux dire, mais c'est une parole connue des Tchadiens. Mais c'est le fait que moi, Mandoué, je passe et que je vois des jeunes de 15 à 20 ans qui s'arrêtent devant la porte et qui doivent me dire Mandoué, chiffon. Et je dois baisser ma tête et puis relever ma tête et puis marcher. Mais quand je le fais, ça m'affectait parce que je dis, est-ce qu'ils me connaissent même? Est-ce que c'est juste parce que je refuse de militer dans un parti? Est-ce que c'est moi, Mandoué, je suis à l'origine des problèmes de ce pays? Moi, au contraire, même, je fais partie des solutions. Et je devais vivre ça. Et aujourd'hui, ça m'a durci. Mais malgré tout ça, j'ai libéré ça. Parce que je ne veux pas garder des choses qui vont me faire du mal. Parce que je sais que même ces hommes politiques-là, ce n'est pas grâce à eux que je suis ce que je suis aujourd'hui. Je ne suis pas le fruit de leur investissement. Ils n'ont aucun droit de vie sur moi. Je ne suis pas un outil de propagande pour un homme politique. Donc, même que ce soit ceux qui sont au pouvoir ou bien ceux qui sont dans l'opposition, ils n'ont aucun droit sur moi. J'ai choisi d'être un artiste et j'ai choisi d'être libre. Donc, mais c'est des choses que quand tu vis, quand tu es dedans, c'est dur, mais tu dois lever ta tête et puis marcher et puis dire que non, c'est génial. Aujourd'hui, j'ai dit des choses même dans mes chansons. Des choses même parfois même, moi-même j'ai dit, waouh, mais tu oses quand même dire des choses. Pas dans J'aime ce pays. Comment ils font toutes les femmes et les hommes de chez moi? Sont-ils braves ou font-ils semblant? Mais tous ces nouveaux riches dans un état mendiant, faut-il les subir ou on réclame un changement? Mais dites-moi, franchement, évidemment, un salaire de misère face à la vie chère, face aux flambées de prix, on se demande faut-il se taire? C'est la crise, dit-on, mais certains se la coulent douce. On se demande comment ils font, il faut juste lever le pouce. Si tu n'as pas les moyens, faut avoir les... En fait, j'ai tellement de textes comme ça qui sortent même dans des albums.
tu vas me dire que peut-être qu'au Tchad, on n'a pas ça, on n'a pas beaucoup de débouchés. Mais il y a des débouchés qu'on peut créer. Je vois, c'est pourquoi quand je fais le clip, par exemple, avec des jeunes qui ramassent le sable, parce que pour moi, je dis, au moins, ils s'occupent. Ils gagnent leur vie là. Ils ne volent pas. Autant encourager les jeunes à être dans des petits métiers. Donc, pendant que tu quittes l'université, en attendant peut-être de postuler pour avoir un poste, tu peux aller ramasser le sable, ça t'occupe, ça te crée un lien d'amitié avec ceux qui sont là-bas. Donc, c'est ça, en fait, que j'ai envie de faire, d'aller au-delà de l'art, parce que je me rends compte des responsabilités que j'ai en tant qu'artiste. C'est pourquoi quand je dis que je vois ces jeunes-là, par exemple, qui m'insultent, je dis c'est parce qu'ils ne me connaissent pas. Comme ils ne me connaissent pas, donc ils m'ont défini autrement. Maintenant, je vais aller vers eux pour leur définir moi-même qui je suis. Je m'appelle Mandoé. J'aime profondément ce pays. Toi, ce jeune qui est là, tout ce que je souhaite pour toi, c'est que tu sois heureux. C'est tout ce que moi, je recherche. Donc, tu dis, j'aime ce pays, j'adore ce pays. Tu l'as même chanté. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes dans ce pays? J'aime déjà... j'aime déjà le paysage. Tu vois, c'est ça qui est intéressant avec le Tchad. C'est que tu as de la forêt au sud, tu as au milieu des steppes, et puis encore tu as un paysage de ouf dans le désert. Tu as des diversités en termes de sonorité. Moi, en tant qu'artiste, j'ai le choix, quoi, en fait. J'aime les humains. J'aime beaucoup, beaucoup de choses au Tchad. J'aime beaucoup de choses au Tchad. Aujourd'hui, j'ai juste envie de regarder le Tchad comme une opportunité, C'est difficile parce que je suis né de la génération des guerres. Je n'ai pas connu un autre Tchad que celui-là. Moi, je n'ai connu que ce Tchad-là. Ce Tchad-là de Hissène Habré, ce Tchad des années de guerre. Donc, après, il n'y a pas eu que ça. C'est dans ce Tchad-là aussi que je suis né. C'est dans ce Tchad-là aussi que mes enfants sont nés. Et je me dis, on ne va pas attendre le paradis. Le paradis, on va essayer de le créer chaque jour à travers les petits sourires, à travers peut-être le petit temps que tu peux passer avec ta famille. Et puis, bon, si on n'a pas de gratte-ciel, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas tous ceux qui vivent dans les grands pays qui sont heureux aussi. Voilà, quoi. Est-ce que tu peux nous parler de ton actualité actuellement? L'actualité en ce moment, c'est que dans 2 jours, je vais partir en province. On a encore 7 villes à faire pour les détections des talents. Parce que l'idée, c'est d'avoir 10 représentants des villes qui vont se retrouver ici en N'Djamena, à qui, à la fin, on va donner 1 million plus un kiosque. C'est-à-dire déjà les 10. En fait, je vais sur un truc où j'ai demandé à un partenaire qui est dans téléphonie mobile de me donner des kiosques. Donc, chaque gagnant de chaque ville va avoir droit d'avoir un kiosque, plus 50 000 francs pour démarrer, acheter des crédits et puis commencer un business. Donc, l'idée, c'est que tu peux même être à l'université. Dès que tu finis, ça t'occupe déjà. Pendant que tu es là-bas, tu peux même apprendre tes leçons. Et que dans tout ça, là, tu as encore le temps d'être artiste. C'est-à-dire que ça te fait 2 heures de répétition si tu veux par jour. Tout ça, c'est une question d'organisation. Donc, on peut être artiste et entrepreneur. Et ça, moi-même, je le fais personnellement. Et que rien ne t'empêche. Si tu t'organises bien, tu peux aller à l'université, tu peux venir vendre tes crédits et puis tu peux aller répéter. En une journée, c'est possible. Donc, tous les 10 gagnants, ils vont gagner d'abord ça. Et puis maintenant, le gagnant, on va lui donner 1 million. Plus une production. Les trucs, comme nous-mêmes, on a déjà notre propre studio d'enregistrement et tout. Les salles de répétition, on en a déjà. Donc, on va les faire répéter là. Et puis maintenant, on va te dire, bon, OK, on te donne un single plutôt. Donc, voilà le single par rapport à ce que tu as fait. Après, quand c'est bon, c'est bon. Et si ça part, ça part. Si ça devient un produit, bon, on va vendre et puis on va se faire de l'argent. C'est un peu ça. Donc, il y a ça. Et puis, il y a l'autre, c'est des projets qui sont dans les boîtes, à savoir l'espace de Baccarat qu'on doit ouvrir. Et puis, il y a aussi une tournée un peu en Europe en été. Pour vendre
tournée média, mais tournée artistique aussi avec des concerts prévus à Paris. Été 2023. Hein. Ouais, en été 2023. Il y a aussi aux États-Unis, je dois repartir encore pour la deuxième fois par rapport à un festival là-bas. Mais pour le Tchad, par exemple, on est bouclé jusqu'en décembre 2023. Quoi. Parfait. Ouais. Merci Mandoé. Merci. Merci d'être venu ici et nous avoir livré tes intentions et surtout d'avoir ouvert ton cœur. En tout cas, j'ai tout dit. Non, tu as tout dit. C'est le plus grand long interview de ma vie, de toute ma carrière. Il faut bien une fois. Ouais, il faut une fois. C'est ça, exactement. Merci beaucoup. beaucoup. Je crois que je me suis vidé. Non, ça il y a un ami qui m'a dit récemment, tu sais, Mandoé, ce qui te manque, c'est de pouvoir parler. Et aujourd'hui, je pense que j'ai vidé mon sac. Quoi. Ce que j'ai vidé aujourd'hui, ça peut m'écrire un livre. Ok, merci beaucoup. À plus, ciao. Salut. Mais c'est mal vu. Envie de juste saisir ma chance, mais c'est mal vu. Alors je prends de la distance, c'est encore mal vu. C'est de ma vie que je parle, mais c'est mal vu. C'est de la mienne, non la leur, mais c'est mal vu. C'est jugé, adjugé, je suis mal vu, moi. Mal vu, mal vu, mal vu, j'étais déjà mal vu, yeah. Bien vu.